Mesdames, Messieurs, bonjour. 7e semaine de confinement et des agriculteurs qui assurent toujours autant pour la continuité alimentaire. Bravo. Alors vous allez voir dans cette émission Power Boost des nouveaux matériels, de l'innovation, des initiatives solidaires et puis aussi des questions qui se posent sur la transmission du coronavirus. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut le Power Booster. Au sommaire de cette nouvelle émission, des herses rotatives un peu maltraitées pour mieux éprouver leur solidité. Un ingénieux débroussailleur à batterie, un endaineur venu de Finlande, un manque de connaissances sur la persistance du coronavirus dans les eaux usées, la question qui tue. Mais tout d'abord, les news. Voici une bonne nouvelle pour les agriculteurs puisque le dispositif de déduction pour aléas ou DPA va être assoupli. S'il a depuis été remplacé par la nouvelle déduction pour épargne de précaution ou DEP, l'épargne de l'ancien régime de la DPA représente aujourd'hui pas moins de 150 millions d'euros. Des fonds qui pourraient soulager la trésorerie des agriculteurs, mais qui restaient particulièrement complexes à mettre en œuvre. Les députés ont voté la semaine dernière une série d'ajustements afin de permettre aux exploitants de débloquer plus facilement leur épargne constituée sous DPA pendant cette période de crise sanitaire et ce, jusqu'en mars 2021. Vous allez voir dans le prochain sujet comment on met les herses rotatives à rude épreuve. Âmes sensibles savent tenir. Broyer du caillou. C'est le sort réservé aux prototypes des nouvelles herses qui sont mises à l'épreuve dans une carrière à proximité de l'usine allemande Kverneland. Et les nouvelles séries M, H et S de herses rotatives fixes ont dû certainement aussi s'y faire les dents. Certes, nous avons remarqué sur cette nouvelle génération une tête d'attelage redessinée, mais surtout un nouveau caisson pour mieux encaisser les chocs. Comment ? Grâce à un nouveau design qui repose sur une fabrication par pliage afin de limiter les soudures. De plus, sur les séries H et S, le caisson double paroi permet de répartir les efforts tout au long du lamier. Bon, pour finir, côté largeur de travail, on débute à 2,5 mètres en série M pour finir à 4,5 mètres en série S. Sur les grandes largeurs, mieux vaut prévoir un tracteur d'environ 150 à 200 chevaux pour travailler dans de bonnes conditions. On a tous besoin d'un débroussailleur, surtout actuellement, et souvent le problème c'est la gestion du fil. Vous allez découvrir ce système ingénieux qui devrait résoudre ce problème. Vous êtes habitué à votre débroussailleuse à moteur thermique, mais aujourd'hui il existe des versions à batterie qui rivalisent de puissance. Par exemple, le petit dernier de la gamme professionnelle Husqvarna. Le 535 IRXT affiche un diamètre de coupe de 45 cm avec un couple élevé. Mais son point fort est un ingénieux système qui permet par une simple pression du pouce de dérouler le fil de coupe. Bon, mais quel est son prix ? 699 € TTC pour la débroussailleuse, mais il faut ajouter 329 € pour une batterie offrant 40 minutes d'autonomie et mieux vaut en prévoir au moins 3, voire 4 pour pouvoir travailler tranquille. Alors oui, cela a un coût, mais vous n'aurez plus à acheter de l'essence. Vous savez, dans l'émission Power Boost, j'aime bien toujours mettre en avant les petites entreprises. Alors vous allez voir un endaineur assez original et bonne nouvelle, il va être importé en France par un agent commercial. Olivier Bouet, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors, vous êtes agent commercial, vous allez importer un produit que je trouve intéressant, c'est le WR600. La société est finlandaise, il s'agit d'Agronic. Donnez-moi 2 raisons de l'acheter. Simplicité, polyvalence. C'est-à-dire, expliquez-moi. La simplicité parce qu'on n'a aucune pièce de boîtier, de quoi que ce soit pour entraîner les roteurs qui sont ni plus ni moins entraînés par deux moteurs hydrauliques. Et la polyvalence de la machine qui permet aussi bien de travailler avec soit par l'avant en attelage avec un relevage avant ou sur un chargeur frontal ou soit par l'arrière. En étant attelé par l'avant, ça permet de travailler en combinaison avec une presse normale derrière ou en une presse enrubanneuse combinée ou une remorque autochargeuse.
Et puis dites-moi, on a des doigts un peu particuliers? Alors, ce sont des doigts en polyamide d'un diamètre de 20 mm qui a la particularité de soulever le fourrage, et ce fourrage-là est exporté vers l'extérieur par la couronne en acier et les petites tôles qui accompagnent le fourrage. Donc, ce qui fait qu'il n'y a aucun contact avec le fourrage, avec la terre, et on ne met pas de pierre dans les endroits. Olivier, à quel prix? Eh ben, cet appareil-là sera en prix net, en prix Culture France, à 17 500 €. Hors taxe. Hors taxe, bien entendu, plus sport, bien entendu, venant de ce pays finlandais. Et puis, une question. Ce constructeur finlandais, on ne le connaît pas bien. Expliquez-nous un peu quel type d'entreprise. C'est une société qui existe depuis 1993, qui emploie une cinquantaine de personnes et qui travaille beaucoup à l'export, dont son chiffre d'affaires représente 50% à l'export. Bon, merci beaucoup et félicitations. De rien, merci beaucoup Jean-Paul, au plaisir. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique « La question qui tue ». Alors non, faire du désherbage mécanique, ça n'est pas de l'agroécologie, c'est une mesure qui va venir se substituer par exemple au désherbage chimique. C'est une mesure de désherbage qui est souvent indispensable à la bio, mais ça n'est pas du tout de l'agroécologie. L'agroécologie, c'est quelque chose de plus global, c'est s'appuyer finalement sur son écosystème, sur un sol qui fonctionne bien, sur un environnement paysager qui produit des auxiliaires de culture, et tout ça, c'est finalement une ingénierie du vivant, hein, au service de l'agriculture. Et donc, ce sont des choses qui marchent, qui fonctionnent, mais qui s'appuient principalement sur des techniques beaucoup plus globales. Voilà. Comme chaque semaine, nous mettons en avant des initiatives solidaires qui impliquent des agriculteurs et des agricultrices. Images. Cette semaine, vous les avez peut-être vus devant certains péages. Les agriculteurs de la FNSEA et les agents de Vinci Autoroute ont pris l'initiative commune d'offrir aux routiers des paniers de produits locaux, remplis selon les régions de fruits et légumes ou de fromage. Ce mercredi, cela a été le cas au péage de Saint-Arnoux en Yvelines, mais d'autres distributions sont prévues dans le courant du mois de mai près des agglomérations de Toulouse, d'Angers, de Tours et de Bourges. Retrouve-t-on des coronavirus dans les boues de stations d'épuration? L'État n'a pas souhaité prendre de risques et a interdit tout épandage de boues de station, sauf s'il y a un traitement préalable. Alors, de quel traitement s'agit-il? Est-ce qu'on sait réellement mesurer ou pas la présence de virus? C'est la question que nous avons posée à notre expert Bernard Saunier. Bernard Saunier, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes membre de l'Académie des technologies, expert dans le traitement des eaux. Il y a une vraie question que peuvent se poser les agriculteurs. Je parle là de la grande culture. Est-ce que je suis producteur de grande culture? J'épand des boues. Est-ce qu'aujourd'hui je prends un risque dans ce contexte d'épidémie de coronavirus? Alors tout d'abord, le traitement des boues actuellement est conditionné par une hygiénisation. S'il n'y a pas d'hygiénisation, les textes sont très clairs, qui ont été pris d'ailleurs récemment, l'épandage des boues est interdit. S'il y a une hygiénisation, c'est-à-dire en fait un traitement qui permet la réduction des germes pathogènes, il n'y a pas de risque à utiliser l'épandage des boues pour les grandes cultures. Bien entendu, il n'est pas question d'une utilisation pour le maraîchage. Quand on parle d'hygiénisation, ça signifie quoi? Alors, dans l'hygiénisation, vous avez plusieurs types de traitements. Vous avez par exemple de la fermentation anaérobie qui consiste à faire passer les boues dans des digesteurs avec production de gaz, méthane, CO2, mais aussi une montée en température importante avec un temps de séjour. Et là, c'est largement suffisant pour détruire les germes. Quand on n'a pas ce type de traitement, qui n'est pas le plus fréquent, on peut utiliser de la chaux, d'ailleurs c'est ce qui est préconisé par l'ANSES, de faire ce que nous appelons une hygiénisation par addition de chaux pour monter le pH et faire en sorte que les germes puissent être détruits. Au travers de votre communication à l'Académie des technologies, vous avez mis quelque part en exergue le fait qu'aujourd'hui, on ne sait plus réellement mesurer la présence de virus. Alors, c'est pas tout à fait vrai. On sait très bien mesurer et compter les virus actifs dans les eaux, mais le nombre des laboratoires identifiés qui le font de manière routinière
n'est plus du tout assez nombreux aujourd'hui en France, et l'avis de l'Académie a mis le point là-dessus, parce qu'il nous paraît essentiel qu'il y ait des compétences capables de faire ces mesures dans les eaux de virus actifs en France, ce qui n'est plus le cas. Et est-il vrai qu'il n'y a plus de normes ou qu'il n'y a pas de normes microbiologiques pour les eaux usées ? Alors, au niveau européen, il n'y a pas de normes microbiologiques de rejet des eaux usées, mais il y a des normes pour la protection des usages. Bien entendu, les baignades, il y a des normes microbiologiques, et ainsi que pour la conchiliculture et de même que pour les eaux thermales. Mais c'est au cas par cas de s'adapter pour faire en sorte que ces normes puissent être respectées pour satisfaire les usages. Mais il n'y a pas de normes nationales ni européennes spécifiques pour un rejet banal d'eau usée traité dans le milieu récepteur. Et quand on regarde un peu avec le recul de l'histoire et des pandémies, on se dit quand même que l'épandage des eaux usées mériterait d'avoir des normes de microbes. Alors, l'épandage des eaux usées traitées, vous voulez dire? Oui. Bon. Alors, évidemment, en période d'épidémie, ça peut poser problème. On est bien d'accord. Vous savez qu'il y a un autre sujet qui est la réutilisation des eaux usées, notamment pour l'agriculture, pour l'arrosage, etc. Donc, il y a quelques sujets qui sont devant nous, qui méritent d'être traités avec un peu plus de rapidité, et notamment la qualité microbiologique de ces eaux avant utilisation en agriculture. Bernard Saunier, merci beaucoup. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Si vous voulez suivre l'actualité chaque jour, vous pouvez aller sur notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies, et puis aussi vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente semaine.